Le sable fond sous le soleil. Les armures deviennent si brûlantes qu'on ne peut les tenir qu'à travers un tissu. Dans la bouche, un goût sec et métallique, comme si l'on buvait du sang. Les légionnaires tombent à genoux, pressent les dernières gouttes de leurs outres et boivent. Du vinaigre dilué dans de l'eau. Il ne reste presque plus d'eau. 120 jours se sont écoulés sans rivière, sans puits, sans pluie. Comment l'armée romaine a-t-elle pu survivre dans un tel enfer? Et pourquoi cette expédition a-t-elle changé à jamais leur compréhension de la force et de l'endurance? La réponse est cachée dans un étrange mélange, acide, piquant, salvateur. Les historiens rapportent que pendant la Seconde Guerre punique, de 218 à 201 avant notre ère, les légions romaines traversaient les déserts nord-africains, combattant l'armée de Carthage. Selon le témoignage de Polybe, lors de ces campagnes, les guerriers marchaient pendant des semaines sous un soleil de plomb, sans avoir accès à des sources d'eau. L'eau manquait même aux animaux, et les chevaux, selon les chroniqueurs, périssaient les premiers. Dans de tels moments, une étrange boisson devenait leur salut, une faible solution acide que les Romains appelaient la posca. C'était un mélange de vinaigre et d'eau, une sorte de boisson isotonique antique. Le liquide acide non seulement étanchait la soif, mais tuait aussi les microbes, prévenant les maladies. Plus tard, cette boisson est devenue connue sous le nom de posca et a même été mentionnée par Pline l'Ancien. Imagine, les légionnaires se tiennent en formation sous une pluie de sable. Leurs corps sont couverts de sel, leurs lèvres sont gercées. Leurs yeux sont enflammés par le vent. Ils partagent entre eux une gorgée de cette boisson acide, et cette gorgée est la vie. Le vinaigre brûle la gorge, mais il redonne des forces, comme le feu redonne de la chaleur à un corps gelé. Sans lui, la légion serait morte avant d'atteindre l'ennemi. Le poids de l'équipement de chaque légionnaire à cette époque atteignait 30 kg. Sur le dos, l'armure. À la ceinture, le glaive. Sur les épaules, la nourriture pour plusieurs jours. Mais le fardeau le plus lourd n'était pas l'armure, mais la soif. Le soleil d'Afrique ne connaissait aucune pitié. Les vents de sable transformaient l'air en un mur de poussière, et la température montait au-dessus de 40 degrés. Les légionnaires avançaient lentement, pas à pas, en maintenant l'ordre, car toute infraction à la discipline dans de telles conditions signifiait la mort. Ils avançaient en colonne, divisées en manipules, de petites unités de 120 hommes. C'était le cœur de l'armée romaine. Une structure permettant de maintenir l'ordre même au milieu du chaos. Le manipule, du mot latin manipulus, littéralement poignée. Dans cette poignée résidait la force de tout l'Empire. Et pourtant, la discipline ne pouvait abolir les lois du désert. L'eau manquait, et chaque pas devenait une épreuve de foi et d'endurance. Polybe écrivait que les guerriers commençaient à voir des mirages, des ombres lointaines, ressemblant à des lacs dans lesquels le soleil se reflétait. Mais quand ils s'approchaient, il n'y avait que de la poussière. Dans de telles expéditions, la notion d'ennemi devenait floue. Le véritable ennemi n'était pas le Carthaginois, ni l'éléphant d'Hannibal, mais la soif elle-même. Et c'est avec elle que les Romains apprirent à combattre, avec la froide méthodologie d'ingénieurs construisant des routes à travers des terres sans vie. Ils inventèrent un rituel presque sacré. Avant l'aube, chaque légionnaire recevait une portion de posca, 3 gorgées. Cela suffisait pour passer une journée de plus. Ainsi les Romains apprirent à soumettre même le désert, non par l'épée, mais par la patience, non par la victoire, mais par la survie. Et pourtant, une expédition les attendait, qui remettrait en question même leur légendaire endurance. Là où chaque goutte disparaissait et où la terre semblait hostile à la vie elle-même. Parce qu'un jour, les Romains allèrent là où même le vinaigre cessa de sauver. Le sable sous les pieds se transformait en cendres. La chaleur nord-africaine atteignait une telle intensité que les boucliers en chêne commençaient à se déformer et les lanières des sandales à fondre. L'armée marchait sur des plateaux sans vie vers la Numidie, l'Algérie moderne, où les alliés de Carthage abritaient leurs troupes. Cette expédition, sous le commandement de Publius Cornelius Scipio Africanus, devint l'une des plus difficiles de l'histoire de Rome. Et bien que le combat n'eût pas encore commencé, les légions perdaient déjà des hommes. Non par l'épée, mais par le soleil. Les sources antiques rapportent que les Romains partaient avant l'aube, quand le sable était encore frais. Au premier rayon du soleil, la colonne s'étirait sur de nombreux kilomètres. Chaque légionnaire portait sur lui non seulement des armes, mais aussi une part du poids total. Tentes, perches, outils pour creuser des tranchées. Cette charge pouvait atteindre 40 kg. Ils économisaient l'eau jusqu'à la dernière goutte. Une outre par jour, parfois pour 2. Quand le liquide venait à manquer, ils recouraient à une vieille astuce militaire. Ils diluaient le vinaigre avec de l'eau des fosses marécageuses, la filtrant à travers le tissu de leur cape. Un tel dispositif s'appelait coulira, un filtre en tissu.
Il devint un salut contre la fièvre et la dysenterie, qui décimaient les armées plus rapidement que l'ennemi. Scipion ordonna aux légionnaires d'utiliser les filtres à chaque source d'eau, même si c'était une flaque boueuse. Pline écrivait que ceux qui désobéissaient à l'ordre mouraient en quelques jours. Dans ces expéditions, même les ombres étaient un luxe. Les légionnaires plantaient leurs boucliers dans le sol, créant des abris fragiles. Le soleil brûlait si fort que le fer des casques laissait des brûlures. Le sel manquait, c'est pourquoi les chefs militaires commencèrent à distribuer du vinaigre aux guerriers non seulement pour boire, mais aussi pour s'en frotter le corps. L'acide réduisait les inflammations, nettoyait les plaies. Ainsi, la posca devint non seulement une boisson, mais un symbole de survie. Un chroniqueur antique écrivait que les Romains sentaient le vinaigre plus que le sang. Cette odeur s'incrustait dans la peau, les vêtements, les armes. Les légionnaires plaisantaient en disant qu'ils étaient eux-mêmes devenus de la viande marinée, carnem acetosam. Mais sous cette plaisanterie se cachait le désespoir. Car jour après jour, semaine après semaine, la marche continuait. Le chemin menait à travers des plaines salines, où l'horizon vacillait comme la surface de la mer. Les gens perdaient leur orientation. Les officiers, les centurions, veillaient à ce que personne ne s'égare. Un centurion était un vétéran expérimenté, commandant d'environ 80 hommes, et sa parole faisait loi. Sous la chaleur, le centurion marchait en tête, vérifiant le pas, donnant le rythme, levant parfois sa vigne, vitis, symbole de son autorité, et encourageant ceux qui commençaient à flancher. La nuit, les Romains construisaient un camp, la castra. Ce camp était comme une ville, des rangées de tentes régulières, des remparts fortifiés, des sentinelles sur le périmètre. Même au milieu du désert, ils érigeaient des murs. Polybe écrivait que les Romains ne connaissaient pas le repos, mais c'était là leur salut. Chaque soir, les uns creusaient des fossés, les autres ramassaient du bois mort, les troisièmes s'occupaient de réparer les armes. Personne n'avait le droit de rester inactif. Et pourtant, malgré la discipline de fer, la peur de la mort planait dans l'air. Le soleil n'épargnait personne. Les chevaux tombaient, les bêtes de somme s'étouffaient, les outres se vidaient. Certains légionnaires commencèrent à boire le sang des animaux, le mélangeant avec du vinaigre. Pour l'homme moderne, cela semble de la folie. Mais dans l'armée romaine, la survie était un devoir, non un choix. Scipion comprenait que le moral de l'armée reposait non seulement sur le serment, mais aussi sur l'espoir. Il instaura un nouveau rituel. Avant chaque aube, les officiers faisaient le tour des rangs et prononçaient à voix haute le nom de chaque légionnaire. C'était une façon de rappeler que tu étais vivant. Si ton nom ne répondait pas, il serait effacé de la tablette et ta place serait prise par un autre. Les archéologues ont trouvé les vestiges de camps de cette époque. Des foyers calcinés, des eaux carbonisées, des fragments d'outres imprégnés de vinaigre. Même après 2000 ans, on sent l'odeur de l'acide dans ces lieux. Et pourtant c'est là, à la frontière entre le désert et la mer, que Scipion prit une décision qui changea le cours de la guerre. Il comprit, on ne peut pas attendre l'eau au bord de la mer. La guerre en Afrique exige de nouvelles règles. Non seulement la force de l'épée, mais aussi l'art de tromper le désert lui-même. Ainsi commença la préparation de la grande manœuvre, une marche sans eau, à travers 3 jours de chemin sur une terre où même les lézards mouraient de soif. 3 jours qui décideront si Rome régnera sur le monde ou se dissoudra comme une goutte de vinaigre dans le sable. Avant l'aube, toute l'armée se tenait en silence. Le vent du sud apportait du sable brûlant, et il semblait que la terre elle-même exhalait des flammes. Scipion donna un ordre qui stupéfia même les guerriers aguerris. « Nous marchons sans eau !» 3 jours, plus de 100 kilomètres à travers des plaines arides. Il savait que cet ordre pourrait causer la mort d'un homme sur 10, mais une retraite aurait coûté la totalité de la légion. L'armée de Carthage se tenait derrière les montagnes, près des sources. Pour les prendre par surprise, les Romains devaient emprunter un chemin que personne n'avait encore parcouru. Les historiens estiment que cela s'est produit vers 203 avant notre ère, lors de la campagne contre Hannon, allié d'Hannibal. Scipion comprenait que les Carthaginois étaient convaincus que les Romains n'oseraient pas traverser le désert, et c'est pourquoi il décida de faire l'impossible. Pour maintenir la discipline, il ordonna de distribuer la posca, vinaigre avec de l'eau, équitablement entre les manipules à raison de plusieurs amphores pour 100 hommes. Ce n'était pas seulement une boisson, mais un symbole de serment. Chacun qui buvait savait qu'il buvait sa part de chance de survivre jusqu'à la fin de la marche. Les guerriers se déplaçaient la nuit, s'orientant grâce aux étoiles et aux rochers cendrés. À l'aube, ils formaient avec leurs boucliers une tortue, une formation de combat appelée testudo. Habituellement, elle protégeait des flèches, mais elle devint maintenant une protection contre le soleil.
Les boucliers couvraient les têtes, et ils marchaient dessous, comme sous une tente. Dehors, la chaleur faisait fondre l'air. À l'intérieur, il faisait lourd, mais au moins un peu plus sombre. Le premier jour se déroula dans un silence assourdissant. Chaque pas était une douleur. La sueur inondait les yeux, les lèvres se gercèrent, la langue collait au palais. Le vinaigre dans les outres était chaud, acide, mais salvateur. Les guerriers prenaient de petites gorgées pour prolonger leur vie. Un centurion, selon les chroniqueurs, mourut sans avoir bu une seule goutte. Il laissa sa part aux plus jeunes. Ainsi apparut dans l'armée l'expression « le vinaigre de l'honneur ». Le deuxième jour, la chaleur devint insupportable. Le sable commença à luire comme du verre. Les légionnaires, à court de posca, s'enroulaient la tête de chiffons humides imbibés de vinaigre pour atténuer un tant soit peu la chaleur. Scipion ordonna de faire avancer les porte-étendards afin que les rangs voient leur objectif, l'aigle de la Légion. Cet aigle devint la seule chose qu'on pouvait regarder sans être aveuglé par le soleil. Vers le soir du deuxième jour, le vent changea. Une tempête se leva à l'horizon. D'abord, comme une légère fumée, puis comme un mur. Le sable déferlait par vagues, étouffant la respiration. Les guerriers se couvraient le visage de leurs capes, érigeaient des barricades vivantes avec leurs boucliers. La tempête dura plusieurs heures, et quand tout se calma, la moitié des outres se retrouva ensablée. La posca s'était mélangée à la poussière, mais les Romains la burent tout de même. Le vinaigre brûlait la gorge. Le sable craquait sous les dents, mais c'était la vie. Le troisième jour, les évanouissements commencèrent. Les chevaux tombaient à genoux. Les guerriers se traînaient mutuellement. Scipion marchait à pied, aux côtés des légionnaires, pour montrer que la marche n'était pas une exécution, mais une épreuve. Les sources rapportent qu'il portait lui-même une outre sur l'épaule, bien que son rang lui permît de monter à cheval. Son exemple devint le dernier rempart du moral. Lorsque le soleil atteignit son zénith, des rochers noirs apparurent au loin. Les gens pensèrent que c'était un mirage, mais l'odeur du vent salé confirma, la mer était devant eux. Derrière les rochers se trouvait une oasis à l'embouchure du fleuve Bagrada. Le camp des Carthaginois s'y tenait, persuadé que les Romains avaient péri dans le désert. Les soldats coururent presque les derniers kilomètres. Mais, comme l'écrivit Appien, lorsqu'ils atteignirent l'eau, Scipion arrêta la colonne et ordonna d'attendre. Il savait que les assoiffés, se jetant sur l'eau, pouvaient mourir d'un spasme de l'estomac. Les légionnaires se tenaient là, tremblants de soif, pendant que les officiers diluaient le vinaigre dans les amphores. Ce n'est qu'ensuite qu'ils furent autorisés à boire. La première gorgée fut comme un retour à la vie, aigre, froide, douloureusement douce. Les Romains survécurent, mais ils connaissaient maintenant le prix de ce mot. Leur corps était brûlé par le soleil, leurs lèvres blessées, mais leurs yeux, pleins de fureur. Quand les Carthaginois virent l'armée de Scipion traverser le désert, ils crurent voir des fantômes. Personne ne croyait que des hommes pouvaient parcourir 100 kilomètres sans eau. Cette traversée est entrée dans l'histoire sous le nom de Marche de la Posca, l'une des épreuves les plus incroyables de l'Antiquité. Et c'est elle qui permit à Scipion d'attaquer soudainement le camp ennemi, de briser leurs forces et d'ouvrir la voie à la bataille décisive pour Carthage. Mais le prix de la victoire n'était pas seulement dans le sang. Il était dans la soif, endurée ensemble. Ceux qui survécurent à cette marche furent à jamais différents. Ils disaient qu'après le désert, il n'y a plus de peur, que l'homme qui a goûté le vinaigre au lieu de l'eau ne craint plus la mort. Et c'est avec de tels guerriers que Scipion entra à Zama, le lieu où le destin du monde fut décidé. Le soleil se levait lentement sur Zama, tel un disque en fusion. Le 20 octobre 202 avant notre ère devint le dernier jour pour Carthage et un jour de triomphe pour Rome. Après la terrible traversée du désert, les légions de Scipion approchèrent des champs de Zama, une plaine brûlée où Hannibal avait établi son dernier camp. Son armée était composée de 40 000 guerriers et de 80 éléphants de guerre. Les Romains avaient un peu plus de 35 000 hommes, mais dans leurs yeux brûlait le même feu vinaigré qui les avait aidés à survivre 120 jours sans eau. Les historiens débattent de la position exacte des troupes, mais une chose est claire, Scipion savait qu'il affrontait une légende. Hannibal, l'homme qui avait traversé les Alpes, un génie de la manœuvre et de la ruse. Mais maintenant, les rôles étaient inversés. Les Romains, survivants du désert, ressemblaient à des statues de sel animées. Leur corps était couvert de cicatrices, leur peau plus foncée que le bronze, leur souffle sentait le vinaigre et la sueur. Quand ils se formaient en ligne de bataille, il semblait que la terre elle-même tremblait. Scipion utilisa une formation unique, les triarii. C'étaient des vétérans, la dernière ligne, le pilier de l'armée. Habituellement, on ne les engageait dans la bataille que lorsque l'issue était décidée. Mais aujourd'hui, ils se tenaient plus près du centre.
Les Romains formèrent 3 lignes, laissant des couloirs entre elles. Cette manœuvre devait être la réponse à l'atout principal d'Hannibal, les éléphants. Lorsque les énormes bêtes chargèrent, les trompettes sonnèrent, et les guerriers romains frappèrent leurs lances sur leurs boucliers. Le vacarme était tel que les animaux, paniqués, firent demi-tour et piétinèrent leurs propres guerriers. Polybe écrivait que Scipion n'avait pas simplement gagné, il avait tout prévu. Même le vent. La poussière soulevée par les sabots volait au visage des Carthaginois. Pour les Romains, le soleil était derrière eux. Mais l'arme principale n'était ni le soleil, ni l'acier, mais le fait que chacun de ces hommes était déjà mort à l'intérieur, là-bas, dans le désert. Ils ne craignaient rien. L'affrontement dura plusieurs heures. Les guerriers se faisaient face, les boucliers se brisaient, le sable s'assombrissait de sang. Scipion observait depuis une colline. Donnant des signaux aux tribuns, les officiers qui commandaient les manipulent. Un tribun, c'est comme un commandant de bataillon. Il ne se contentait pas de maintenir l'ordre, il inspirait, criait, marchait au premier rang. Un de ces tribuns, selon la légende, perdit un œil dans la tempête lors de la traversée, et désormais à moitié aveugle, se battait avec une fureur désespérée, comme s'il voulait prouver que les Romains voyaient avec le cœur, et non avec les yeux. Lorsque les fronts se rejoignirent, les Romains utilisèrent leur avantage secret, leur endurance. La chaleur africaine, qui avait été une malédiction pour de nombreuses armées, travaillait maintenant pour eux. Ils étaient habitués au soleil, à l'air sec, à la poussière sur les lèvres. Tandis que les Carthaginois s'étouffaient, les Romains respiraient calmement, comme si c'était leur élément naturel. Scipion ordonna de faire avancer la cavalerie sur les flancs, la cavalerie légère numide, passée du côté de Rome. Elle était menée par le prince Massinissa, allié de Scipion. Lorsque la cavalerie frappa des deux côtés, la ligne d'Hannibal ne tint pas, son armée prit la fuite, et le combat se transforma en massacre. Les Romains ne criaient pas. Ils avançaient en silence, pas à pas, comme lors de la marche à travers le désert. Chaque mouvement était précis, froid, mesuré, comme s'ils déversaient sur l'ennemi cette même acidité qui leur avait brûlé la gorge pendant tous ces mois. Hannibal, selon Appien, comprit que la défaite était inévitable. Il mit pied à terre, retira son casque et contempla longuement le champ où gisaient des milliers de ses guerriers. Il dit « J'ai vu de nombreuses batailles. » Mais aucune n'a été aussi impitoyable. Ce moment marqua la fin de la Seconde Guerre punique. Carthage tomba. Après la bataille, Scipion se tenait au milieu des cendres. Le vent apportait l'odeur du vinaigre, les restes de posca dont on arrosait les blessures. Les guerriers s'en lavaient, comme pour un rite de purification. Un légionnaire écrivit sur une pierre avec du charbon « Aqua non fuit, sed vinu maceti ». Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait du vinaigre. Cette inscription, selon les archéologues, a été conservée dans les débris du camp près de Zama. Elle devint le symbole non seulement de la victoire, mais aussi du fait que Rome savait vaincre non par l'épée, mais par la volonté. Le vinaigre devint leur eau bénite, la soif leur épreuve, le désert leur forge. Après Zama, Scipion reçut le surnom d'Africanus, non pour la victoire, mais pour avoir soumis la terre elle-même, là où l'homme n'aurait pas dû survivre. Mais son armée savait autre chose. L'Afrique n'avait pas été conquise par les épées, mais par la patience. Non par la force, mais par la capacité d'avancer quand on n'en peut plus. Et quelque part dans la poussière de Zama, parmi les morts, le vent soulevait des feuilles sèches. Le silence revenait sur le champ où le destin de 2 mondes avait été décidé. Mais pour les Romains, ce n'était pas le silence de la fin, c'était le souffle d'une nouvelle ère. Lorsque les derniers bruits de la bataille se turent, un silence planait sur la plaine de Zama. Non pas solennel, mais visqueux, comme la fumée après un incendie. Les corps gisaient par couches, et le sable, jadis d'un blanc éclatant, était devenu brun. Les Romains ramassaient les blessés, relevaient les étendards, allumaient les torches du camp. Tout cela rappelait non pas une victoire, mais une survie. Après 120 jours sans eau et 3 jours d'enfer dans le désert, la victoire ne s'apparentait pas à de la joie, mais à une fatigue douloureuse. Les historiens rapportent que des 35 000 guerriers de Scipion, il en restait environ 30 000 après Zama. Les pertes représentaient environ 1/5 de l'armée. Mais l'état moral des hommes restants était incroyable. Tacite écrivait que jamais aucune armée avant eux n'avait su se réjouir de la survie autant que de la victoire. Les guerriers ne buvaient pas de vin, ne célébraient pas. Ils s'asseyaient près des feux et regardaient les flammes. Leurs visages étaient brûlés par le soleil. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, comme ceux d'animaux échappés d'un piège. Les chevaux survivants buvaient dans des amphores de vinaigre mélangé à de l'eau de pluie. Pour la première fois depuis de nombreux mois, une brève averse avait traversé le camp.
Les guerriers recueillaient l'eau dans leurs capes, dans leurs paumes, dans leurs casques. Personne ne parlait, même les tribuns étaient silencieux. Seul le bruit des gouttes qui tombaient et le sifflement des feux de camp lorsque l'humidité touchait les braises. Cette scène est entrée dans les légendes. La pluie sur Zama, comme une bénédiction des dieux pour ceux qui avaient tenu bon. Le lendemain, Scipion ordonna de mettre les légions en formation. Il ne prononça pas de discours, comme on s'y attendait. Il passa simplement le long des rangs et toucha chaque bouclier. Ce rituel fut plus tard appelé contractatio, la vérification de la force après la bataille. Ainsi, le commandant montrait qu'il reconnaissait chaque combattant. Ceux qui avaient survécu à l'Afrique devinrent des symboles vivants de Rome. L'armée marcha vers Carthage. La ville, jadis resplendissante de pourpre et d'or, les accueillit dans le silence. Ses murs tenaient encore, mais la peur régnait à l'intérieur. Les Carthaginois ouvrirent eux-mêmes les portes. Après 20 ans de guerre, ils avaient compris. La force qui les avait vaincus n'était pas dans le fer, mais dans les hommes capables de supporter. Rome n'avait pas simplement gagné une bataille. Elle avait forgé un nouveau type de soldat pour qui la douleur, la faim et la soif faisaient partie du service. L'armée romaine n'était plus seulement un instrument de conquête. Elle était devenue une machine de survie. Les découvertes archéologiques montrent qu'après la campagne africaine, de nouvelles normes de ration apparurent dans les camps romains. Au lieu de vin, on distribuait du vinaigre dilué lors des longues marches, en souvenir de la posca. Même des siècles plus tard, les légionnaires appelaient cette boisson la boisson d'Afrique. L'une des conséquences les plus importantes de cette campagne fut un changement dans la formation militaire. Scipion introduisit des marches obligatoires sous le soleil, des entraînements dans les régions arides. Le terme « marche sans eau » entra dans les chroniques latines comme une expression de discipline. Un soldat capable de supporter le désert était considéré digne de tout combat. Les Romains apprirent une leçon qu'aucune école ne donnait. La victoire naît de la souffrance, mais seulement si elle a un sens. Les contemporains écrivaient qu'après la guerre, Scipion revenait souvent à l'Afrique dans ses rêves. Il disait que le désert lui avait appris à voir l'éternité. Quand on lui demandait ce qui avait été le plus terrible, il ne nommait pas Hannibal. Il répondait « Le silence avant l'aube, quand nous savions, il n'y avait plus d'eau ». L'armée revint à Rome quelques mois plus tard. Les gens descendaient dans les rues, jetaient des fleurs, jouaient de la flûte. Mais les guerriers, habitués au sable et au vinaigre, restaient immobiles, comme des statues de pierre. Ils avaient l'impression que le bruit de la ville était un mirage, et que la vraie vie était restée là où chaque gorgée était un exploit. Sur la colline du Capitole, Scipion fit un sacrifice à Jupiter. Il versa une coupe de vinaigre sur le sol, en mémoire de ceux qui étaient morts de soif. Ce geste est à jamais entré dans l'histoire. Pline écrivait que les Romains n'avaient pas versé du vin aux dieux, mais ce qui les avait sauvés de la mort. Après la Seconde Guerre punique, Rome entra dans une ère de domination. Mais l'idée même de victoire avait changé. Si auparavant elle se mesurait au nombre de villes capturées, elle se mesurait désormais au nombre d'épreuves surmontées. Le chemin du Tibre à l'Afrique devint un symbole non de conquête, mais de dépassement. Et pourtant, dans cette nouvelle force se cachait une ombre. L'ombre du désert où l'homme réalisa pour la première fois que ses limites étaient plus vastes qu'il n'y paraissait. Rome conquit l'Afrique. Mais en même temps, l'Afrique s'installa à jamais dans l'âme de Rome. Chaude, impitoyable, infinie. Lorsque le soleil se leva à nouveau sur le Tibre, l'un des vétérans dit à un jeune conscrit « Si tu veux savoir ce qu'est Rome, goûte le vinaigre sous la chaleur. » Et dans ces mots, tout était là. Le souvenir de la soif, de la vie à la limite, de la force qui naît là où l'eau s'épuise. Les années passèrent. Scipion l'Africain acheva sa vie dans son domaine près de Laurentum, tranquillement, presque en exil. Ses ennemis politiques à Rome enviaient sa gloire, l'accusaient d'abus et exigeaient un rapport sur les trophées. Il refusa. « J'ai donné à Rome tout ce que j'avais, dit-il. Qu'elle décide elle-même quoi en faire. » À l'aube, il sortait dans son jardin et regardait le lever du soleil. Dans ses mains se trouvait toujours la même coupe en bois dont il avait bu dans le désert. Il la remplissait d'eau, ajoutait quelques gouttes de vinaigre et la portait à ses lèvres. Ce goût, acide, brûlant, était pour lui un rappel de l'endroit où la force de l'homme commence. La légende raconte qu'avant de mourir, il fit graver sur sa tombe les mots « Ingrata patria, ne ossa quidem mea abebis ». Patrie ingrate, tu n'auras même pas mes os. Mais il existe une autre version, moins amère, qu'à côté de ces mots, il demanda de graver une deuxième ligne. Aqua defuit, sed virtus fuit. L'eau manquait, mais il y avait la vaillance.
Cette phrase traversa les siècles. On l'écrivait sur les murs des casernes, sur les boucliers, dans les lettres. Pour les légionnaires, elle devint un code de survie, un rappel que la force ne réside pas dans le luxe, ni dans le pain, mais dans la volonté d'avancer quand il n'y a autour que poussière et soleil. Et où que se trouva un camp romain, aux portes de Carthage, sur les rives du Rhin ou dans les neiges de la Bretagne, il y avait toujours quelqu'un qui, le soir, avant de dormir, versait du vinaigre dans une coupe, la portait à ses lèvres et disait doucement « Pour ceux qui sont arrivés ».